Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, grand écran, Roland Marotel. Bonsoir et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma de Radio Caraïbes Nancy. Et pour ce magnifique mercredi 27 novembre 2019, c'est comme à chaque fois l'émission de fin de mois, donc c'est la revue critique. Et avec moi, j'ai une belle brochette de chroniqueurs où on va parler beaucoup de films, pas mal de films aussi, un petit peu, historiques, j'ai l'impression, dans cette chronique, enfin dans cette émission, pardon, chronique, oui, forcément, parce que chroniqueur. Bon, allez, bref. Je m'en mêle déjà les pinceaux, il est même pas une minute affiché sur mon compteur. C'est un très très bon départ pour l'émission. Donc, je vais commencer par ma gauche. Salut Clément, comment tu vas ? Salut Roland, ça va, je suis très loin de vous, mais je suis là. Ouais. Je savais pas quoi dire d'autre, ouais, tu es très loin. Comment ça va tout le monde ? Tu n'es pas isolé, c'est pas grave, ça arrive. Ça va alors. Ouais. Et tu as un très beau col roulé. Ça commence. Tu vas essayer. Et oui, avec en face de Clément, il y a Fabien. Comment tu vas, Fabien ? Salut. Ça va bien ? Ça va ? Oui. Eh, ça va bien ? Ça va ? Ça va bien ? Fabien ? Ça va bien ? Je suis pas responsable de ça. Hein. Je suis pas responsable de ça. C'est pas mon émission ici. Et donc apparemment Roland ils sont en face. On est parti sur Rire et Chanson et avec moi j'ai Jonathan Pouette. Comment je vais, Jonathan ? Salut, ça va ? Ça va. Et également Charlotte. Comment tu vas, Charlotte ? Ça va. Revenue de Villerue, vivante, c'est bien. Bah oui, écoute, ça va. En un seul morceau. Mais je vais encore parler cinéma. Et oui, mais par contre, tu vas déjà commencer par la revue critique avec le film de Nicolas Bedos, La Belle Époque, sorti donc le 6 novembre. Oui, tout à fait. Alors, c'est un film que j'avais vu à Cannes, qui était présenté hors compétition. Et c'était la quinzaine Non, hors compétition. Hors compétition. J'étais pas loin. Voilà, de la sélection officielle. Et c'était une bonne petite surprise, bizarrement, qui parlait de nostalgie et très émouvante. Alors, je vais vous pitcher un peu. Nicolas Bedos, il propose une jolie idée de cinéma, en fait. C'est l'entreprise d'Antoine, jouée par Guillaume Canet. Oui, pas notre Antoine à nous, hein, quelqu'un d'autre. Voilà, je l'ai vu sur Astérix, désolé. Parce que dans ma tête, j'ai vu Antoine. L'entreprise d'Antoine. Ouais, l'entreprise d'Antoine. Salut Antoine, bisous. Antoine, donc Guillaume Canet, et qui recrée pour ses clients les souvenirs qu'ils souhaitent revivre, décor à l'appui, dans le sens où Antoine et son équipe ils vont reconstituer dans le moindre détail une époque, un lieu, des personnages provenant de souvenirs de gens qui ont envie de revenir ces souvenirs-là en question, quoi. Des clients nostalgiques. En gros, ça ressemble vraiment à un décor de cinéma. Et on pense tout de suite à Nicolas Bedos qui se calque un peu sur ce personnage joué par Guillaume Canet, donc, qui fait le metteur en scène et qui va un peu trop qui colle un peu trop sa vie personnelle et sa vie de créative, on va dire. Il fait un peu son introspection à travers ce film. C'est ça, et le personnage de Canet fait ça dans le film. Donc voilà, vous avez pas mal de doubles dans tout ça. Donc c'est le contexte. Il y a Victor, joué par Daniel Auteuil, qui arrive dans tout ça et qui trouve l'idée plutôt pas mal et qui est, lui, très nostalgique aussi et qui va souhaiter revivre la rencontre qu'il a faite 40 ans plus tôt avec la femme... de sa vie, Fanny Ardant. Je me rappelle, je crois qu'ils sont à un moment de leur histoire où ils s'entendent plus très bien. Je sais plus trop. Et donc voilà, il va vouloir revivre sa première rencontre avec elle.
Et donc le bar La Belle Époque, qui donne son titre au film, ressort donc dans ses atours d'avant. Donc voilà, un petit décor un peu nostalgique. Les figurants sont en place. Et pour jouer le rôle de l'amoureuse Fanny Ardant plus jeune, on a Doria Tillier, donc Margot, et qui est dans l'histoire, derrière les micros, les costumes, tout ça, amoureuse d'Antoine, donc joué par Guillaume Canet. Donc tout ça, il y a beaucoup de parallèles. Et donc dans cette histoire de fiction, je trouve que Nicolas Bedos il tisse quelque chose de très juste du coup sur ce thème de la fiction, du cinéma, des liens avec la vie réelle. Et je trouve qu'il utilise le cinéma intelligemment, quoi, parce qu'il y a une vraie histoire, des vrais sentiments, et ça fait ressortir les jolies ficelles, en fait, le carton-pâte du cinéma. Enfin, j'ai trouvé que ça marchait vraiment beaucoup. Et c'est pas forcément ça. Enfin, voilà, on sait que Doria Tillier, en plus, dans la vie, a été... et sa compagne, je sais pas. Enfin, il y a pas mal de choses. On se dit, tiens, on le regarde pas pour ça, mais voilà, on sent qui croisent des liens comme ça, personnels et scénaristiques. Et ce que j'ai retenu, moi, quand je l'ai vu, c'est un film qui parle aussi d'un motif, d'un thème qui, je crois, est assez présent dans le cinéma aujourd'hui, la nostalgie. On voit pas mal aujourd'hui. Enfin, voilà. Et là, voilà, elle colore un peu le présent de façon positive et Nicolas Bedos il est quand même pas très vieux, mais je trouvais que quand j'ai vu le film, je m'attendais pas du tout à voir ça. Il l'a un peu écrit. La quarantaine bien tassée déjà. Bon, voilà, je trouve que c'est pas trop vieux non plus, tu vois, comparé à d'autres réalisateurs. Et j'ai trouvé qu'il l'écrivait un peu comme il avait 100 ans, en se mettant du coup derrière ce personnage de Guillaume Canet, mais aussi dans les yeux de Daniel Auteuil, qui est un peu plus vieux, qui représente un cinéma, voilà. Qui vieillit, je sais pas, mais voilà. Donc, les Sous-doués a un peu vieilli, on va dire ça comme ça. Non, mais et du coup, voilà, et j'ai trouvé ça bien de parler des souvenirs aussi qu'il a eu, que Nicolas Bedos a certainement, et qu'il va avoir après. Enfin, voilà, j'ai trouvé que cette histoire de mêler présent, passé du personnage, vie réelle et tout ça, enfin, c'était vachement bien de refaire tout ça dans un même décor, que la jeune Fanny Ardant soit jouée par une autre actrice et qu'en fait tout se refait là dans ce petit lieu. Enfin voilà, l'idée est assez chouette et pour le coup moi ça a bien marché quand je l'ai vu. Finalement la force en fait du film c'est jouer sur le côté nostalgie en fait. Ouais c'est ça et voilà, encore une fois c'est un film que j'ai trouvé très juste. Après je sais pas si c'est prochain film et tout ça. On verra ce que fera Nicolas Bedos avec OSS 117. Justement voilà, j'allais dire est-ce que tu penses que c'est encourageant de voir ce film-là et de se dire que Nicolas Bedos va réaliser OSS 117. C'est son deuxième film d'ailleurs, je crois. Alors oui, et moi j'avais vu le premier. Il a déjà fait son premier. Oui. Ouais, Monsieur et Madame Tillman. Tillman, ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, avec Doria Tillier aussi, qui était pas mal parce que ça parlait de l'écriture. Il jouait un écrivain un peu fou, ça parlait de plagiat, ça parlait de. En fait. Non mais après il écrivait ces films-là. Il les écrit. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je me dis bon quand même quoi. C'est une œuvre originale. Après je ne sais pas le prochain, je ne sais pas. J'ai pas d'avis sur l'OSS. Il faut un réalisateur qui a quand même, je pense, un peu l'expérience au niveau technique. Ouais. Bon, après OSS 117 avait Hazanavicius à travers ce film avait l'humour, mais surtout aussi la force et la capacité de, pareil, on jouait sur le côté nostalgie, de monter son film comme à l'époque des années 60 dans les James Bond. Il a les codes. Il avait totalement les codes. Il jouait superbement bien sur les codes. Ça se voyait sur n'importe quel plan, que ça soit dans Le Caire ou à Rio. À voir avec le 3. À voir avec le 3, voilà. Je ne sais pas ce que ça donnera. Celui-là était plutôt cool, donc voilà. Et on verra ce que fera Nicolas Bedos pour la suite, tant qu'il finira pas comme son père. Dr Sleep, donc réalisé par Mike Flanagan, réalisé par Mike Flanagan, donc sorti le 30 octobre. On l'avait pas vu donc pour la précédente émission, mais c'est à toi Clément de nous en parler. Eh bien oui, Dr Sleep, la suite d'un film. On parlait de nostalgie, donc un film sorti dans les années 80. Oui. Shining. Petit film, petit budget, petit réal aussi, jeune réal. Ouais, jeune réal. D'ailleurs, il y a beaucoup de forts accords dans Shining. Il faut quand même le signaler. Ouais, et puis c'est pas super bien mis en place. Enfin, bref, voilà, sans grande. Un film mineur. Ouais. Petit livre aussi, petit enfant, petit. D'ailleurs, l'auteur a pas aimé l'adaptation. Non, il a même pas voulu apparaître. Enfin, puis apparemment, c'était un gars super.
Voilà, on n'est pas là pour Un juger le. Non, Dr. Sleep, un film que j'attendais beaucoup cette année parce que d'une, je suis un énorme fan de Stanley Kubrick et un gros fan aussi du film Shining. Et Mike Flanagan, c'est un réalisateur que je connais bien, qui est assez au point sur le cinéma d'horreur, on va dire ça comme ça. Qui a fait un des pires films que j'ai vu qui s'appelle Ouija, mais il a fait des très bons films comme moi je l'ai bien aimé, mais Ne t'endors pas. Qui parle de cancer, etc., qui était vraiment très 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 bien mis en place et filmé, etc. Donc il a fait le montage, la réalisation et l'adaptation du scénario du livre de Stephen King. Au casting, il y a donc Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi pour les intimes, Rebecca Ferguson, une grosse découverte et énorme claque par cette actrice, et Kelly, j'arrive pas à me relire, Corman, je sais plus son nom de famille, mais c'est la jeune actrice qui joue on va dire en binôme avec Ewan McGregor, et le géant de Twin Peaks qui a un rôle second rôle mais qui est finalement assez présent, qui est Carel Stricken, et évidemment un caméo très bref de Stanley Kubrick. Exactement, avec la barbe. Il fait un mec au coin de la rue. Il est blanchi maintenant parce qu'il est vieux, donc c'est le Père Noël, tu vois. Voilà. Non, il y a un caméo de l'acteur qui faisait donc Danny dans Danny le premier Torrance, Shining, ok. Danny Torrance, qui s'appelle Danny aussi, c'est Danny Lloyd, qui apparaît au cours d'une scène dans le film. Alors pour vous pitcher un peu le scénario de Dr. Sleep, donc c'est la suite de Shining où on retrouve donc Danny, le fils de Jack, qui a vécu les événements à l'hôtel Overlook, qui a grandi, qui est maintenant aux alentours de la quarantaine et qui est comme son papa est devenu très très alcoolique. On se doute que c'est à cause du traumatisme qu'il a subi après les événements de Shining, et donc il mène un véritable combat contre l'alcoolisme, mais le Shining est toujours présent en lui et il ressent toujours énormément les choses, il sait qu'est-ce que la personne en face de lui va ressentir, il arrive toujours à communiquer avec d'autres personnes qui ont le Shining. À côté de ça, deuxième histoire, parce qu'en fait si vous voulez le film a 3 trames, on va dire. On suit donc Danny, on suit le groupe de personnes dont je vais parler, et on suit la petite Kelly qui, elle, a également le Shining. Et ces 3 histoires vont se rejoindre au fur et à mesure du film de manière assez intelligente, et c'est vraiment bien ficelé. Et donc, comme je le disais, donc voilà, on suit Danny, on suit un groupe, je sais pas comment les qualifier, un groupe de tueurs. Camping-cariste. De camping-caristes. Ouais, c'est une sorte de gens du voyage, de cannibales. Ne dis pas genre du voyage, ça n'a rien à voir. Non, c'est des sortes de cannibales de Shining, de Shining qui en fait sont menés par de dons psychiques. C'est ça. Des cannibales de dons psychiques. Des cannibales de dons psychiques. En gros, c'est une famille, on va dire, un peu comme une secte, qui recherche des gens qui sont dotés du Shining et qui vont les tuer pour se nourrir de ce Shining, pour pouvoir vivre des années, voire des centaines d'années. Parce que ce genre, ça donne des super pouvoirs en plus. Exactement. D'accord. Et eux, ils aspirent ça. Voilà. Et à côté, donc la petite Kelly, qui elle a un Shining qui est phénoménal et qui arrive à communiquer avec. Elle a beaucoup de midi-chloriens. Elle a énormément de midi-chloriens. On ne sait pas d'où ça sort, mais ils sont là. Donc du coup, est-ce qu'on peut poser cette question ? Est-ce que le film de Mike Flanagan n'est pas la prélogie façon George Lucas de Shining ? Mais peut-être au final, si ça se trouvait Ewan McGregor est une version de lui-même dans le passé. Oui, parce qu'il est dedans. Voilà. En tout cas, c'était un pari risqué, je trouve, d'adapter évidemment la suite de Shining et de passer derrière quelqu'un comme Stanley Kubrick 40 ans plus tard. Je dirais même que c'est une très mauvaise idée. Bien sûr, et pour rappel, je pense que tout le monde a vu Ready Player One. Et souvenez-vous de l'énorme sacrilège que la scène dans l'Overlook a créé après la diffusion du film. Oui, s'il n'y avait que ça. Mais c'est vrai que voilà, Spielberg qui reprend du Kubrick dans son film, et la manière dont ça a été fait, évidemment, surtout la toute fin de la séquence. Surtout que Kubrick, il l'a déjà connu, il avait déjà bossé avec lui, il lui avait donné en testament le scénario de l'intelligence artificielle, que Spielberg a réalisé et avoué lui-même qu'il a profondément respecté le film de base. Donc tout le monde qui ont commencé à critiquer l'intelligence artificielle, c'est trop Spielberg, bon, en termes de réel peut-être, mais dans l'idée du scénar, ça reste purement du Kubrick dans l'idée même. Et oui, moi j'ai toujours un problème quand on fait du fanservice. Alors il y a toujours le fanservice très prononcé, et faire du fanservice sur Kubrick, c'est quand même
C'est risqué. toucher au sacrilège. Bah, ouais. Après, moi, je sais pas si c'était vraiment une mauvaise idée, comme vous dites, parce que pour moi, Dr. Sleep, c'est pas vraiment la suite de Shining de Kubrick. Alors, c'est la autre suite histoire, de Shining de Stephen King. c'est ça le problème, c'est c'est très la très suite- différent. la suite de Attention, Shining j'ai de pas dit que Stephen. c'était. hein, C'est très, non, mais Le c'est très problème, différent. Tu C'est vois. ça aussi, c'est que c'est la suite de Shining Ouais. du bouquin de King, mais ça va reprendre les décors et la trame du Shining. Et c'est de effectivement Kubrick. pour moi le gros défaut du film. Alors moi je l'ai pas vu comme un défaut, c'est ce que j'ai noté, c'est que en fait je l'ai mis et dans les points négatifs et dans les points positifs. C'est-à-dire qu'en fait le scénario va amener les personnages, dont surtout celui de Danny, à retourner à l'hôtel. Hein, je dis pas pourquoi, mais voilà, ils vont y retourner, donc forcément il va y avoir beaucoup on va dire de dommages. Bah forcément non, tu vois, tu peux faire autre chose. T'es pas obligé de Je refaire suis de la d'accord. citation, de refaire exactement les mêmes scènes avec les mêmes mimiques. C'est du clin d'œil après. Pour moi, c'est de la citation pure et dure. ouais, tu vois. ouais. Il y a pas vraiment, ça sert en plus pas grand chose, je trouve. En tout cas, c'est je crois les 25 dernières minutes du film Ouais, ça l'a qui toute sont fin. à peu près comme Ça a ça. toute fin. Pour moi, c'est le vrai défaut du film, Oui, c'est oui. celui-là. Voilà. C'est genre, non, mais oui, c'est ça le problème, c'est que on a l'impression que scénaristiquement, en fait, fallait genre, ah non, mais on va retourner Il faut aux en origines remettre. parce qu'il faut finir ça. Quoi. Un Il peu- fallait finir sur ça. Moi, la séquence là Un m'a peu. d'ailleurs vachement fait penser à Skyfall. Enfin, vous savez, quand il se dit pour tuer le méchant. Non, mais si, on retourne à la maison. d'enfance. Ouais, voilà, tu sais, le Ouais, mais côté le problème de Skyfall, c'est que nostalgie. le problème de Ouais. Skyfall, c'est qu'on Là. on ne connaissait pas le lieu. Oui, Parce qu'il y a, voilà, il y a ouais. toujours le côté mystérieux Ouais, de, ni l'origine l'origine de James Bond et de tout. James Ouais. Bond. Que là, on sait tous Ah les bah lieux. oui. Donc, Mais à part et on leur faire connaît des les gros scènes. wink-wink, Sans regarde vous où on va. mentir, je pense quart du film, allez voir grosse moitié du film, je me disais bon, quand est-ce qu'ils vont retourner à l'hôtel en fait. Mais alors, Bah, excusez-moi, j'attendais, mais je crois, j'ai lu le livre et franchement, là, vous parlez de l'hôtel, je crois pas qu'il retourne dans Ah, le mais, livre. mais oui, c'est forcé. Moi, pense je que l'ai c'est- pas lu, Et comme Docteur dit Sleep. Fabien, moi pour le coup, je disais mauvaise idée parce que c'est je vais juste dire ça, mais c'est un livre très intérieur en fait, entre Oui, deux oui, oui. esprits, la petite et Danny, lui, et c'est très ça différent tu de le Shining. ressens bien dans le film, tu le Ok, ressens parce vraiment que très bien. ça doit être dur à faire. quoi. Bah, non, tu le ressens vraiment très bien, c'est bien mis en Tant mieux, scène. alors. Ok. Mais c'est vrai que Dernier mot là-dessus. que non, je dirais ouais, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est d'avoir remis le personnage de Jack Torrance et Et d'avoir leur foutu dedans. Ouais. Bien sûr, mais ça fait partie des clins d'œil de et Franchement. ça moi ça m'a dérangé qu'il retourne à l'Overlook. Il est resté dans le labyrinthe, se congelé. Non, ou- non, Ah oui, non, il c'est est, Eh ben, il vous est au verrez. bar. D'accord. là. Allez, moi juste En tout vite cas, fait pour terminer ça- là-dessus. Mais c'est un il bon- était c'est un- bien, c'est un bon film. C'est un bon film. C'est un bon très film, mais il faut aimer déjà l'univers de Stephen King. Ouais, ouais. Ne pas se baser trop sur Shining, qui Trop, n'était voilà, pas ouais. du tout le même type d'horreur. Mm. C'est C'est pas le même type pareil. de film fantastique, pas du tout. Oh, déjà, de Donc toute voilà. manière, en termes d'adaptation, il y a eu Divertissement. pire cette année, il y C'était a eu cool. Cimetière. Puis Mais- Ewan McGregor très bien. Dernier mot là-dessus pour Dr. Sleep. Malheureusement, Seb n'est pas avec nous, mais je retiendrai juste ce qu'il m'a envoyé. C'était juste une photo, lui devant l'affiche avec un geste obscène. Voilà, donc on va terminer là-dessus sur ce film. Sinon, avant de faire notre pause BO, juste avant, donc J'ai perdu mon corps, le film de Jérémy Clapin, film d'animation sorti le 6 novembre. Oui, alors je l'ai aussi vu à Cannes et j'aime bien en parler juste après La Belle Époque que je vous ai parlé en début d'émission parce que c'est aussi un film sur le destin, sur les vies d'avant, sur le présent qu'on vit assez intensément. Il a été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes. C'est un film d'animation et c'est un petit bijou justement récompensé à Cannes, au Grand Prix, et à Annecy, au Festival du film d'animation. Alors on suit deux aventures en parallèle, deux montages parallèles qu'on sait dès le début qui vont être très liés. C'est Naoufel, un jeune livreur de pizza. Donc sa petite vie de livreur, il va tomber amoureux via un interphone d'immeuble. Je vous laisse découvrir cette scène trop bibi. Et en parallèle de sa vie à lui, une main qui se balade, du coup qui va déambuler dans la vie et dans les rues à la recherche de son corps. On comprend vite que du coup les deux sont liés, mais voilà, le but ça va être de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, bien sûr, et est-ce qu'elle va le retrouver et tout. Mais surtout, plus que ça, du coup, ça amène d'autres gens, parce que la main toute seule, là, c'est une partie du film, ça amène le film d'aventure, ça amène... voilà, elle se fait attaquer par des rats à un moment, voilà, ça fonctionne vraiment, alors qu'on voit quand même une main se balader toute seule, c'est assez abstrait. Et puis, de l'autre côté, cette histoire... De narration classique, quoi. Donc les deux sont très bien et le montage il s'écrit un peu comme deux lignes de vie, du coup la main en plus ça fonctionne bien, qui vont se répondre.
Donc voilà, j'ai dit on suit ça comme un film d'action, un film d'amour aussi, un portrait et un portrait d'un personnage précis, Naoufel, et derrière il y a un truc un peu plus grand. Donc on a lu pas mal de choses sur ce film, mais du coup effectivement tout le monde s'accorde à dire que ça parle un peu de la vie, du destin. Oui. Et moi, j'avais vu derrière cette main un peu l'affirmation de soi, les traces, les gestes qu'on fait. Il se raccroche à des trottoirs et voilà. Et en termes on dépasse un peu d'animation, si je dis pas de bêtises, c'est produit par Xylam qui ont l'habitude de faire un peu un peu de l'animé, mais surtout à travailler un petit peu aussi sur quelques effets numériques en fait, enfin un peu comment dire, en effets spéciaux, je pense. Il y a un T'en peu sais de plus que moi. D'accord. Après, non, je sais pas. Après, c'est très bien. parce que je l'ai pas vu pour le coup, Ok. mais en termes d'animation, c'est pas classique non Ah plus. non. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, non, c'est pas classique et c'est très beau. C'est un dessin qui est très beau, C'est pas un film des personnes. d'animation français. Oui. Tout à D'accord. fait. Donc qui a été Et produit c'est en assez rare France, pour et, le dire, c'est assez ouais. rare, Exactement, hein, oui, que- oui. Et voilà, c'est un dessin qui est agréable à regarder. C'est vrai qu'il y en a plein. Ils Et sont qui a très, donc très été agréables. distribué en France, mais ailleurs à l'étranger, il a été racheté par Netflix. Bon, bah Voilà. voilà. Et donc, non, voilà. Dis ça comme Donc, ça. c'est. Ouais, moi j'avais vu ce film comme donc voilà, un film qu'on regarde avec plaisir et sur le souvenir aussi, quoi, et sur ce qu'on sera. En fait, c'est une histoire qui paraît toute simple. Et le fait qu'on décolle cette main de ce corps amène un truc très Et poétique. finalement, c'est une nouvelle vie qui commence aussi. Oui, également c'est pour cette ça. main. Et puis finalement, bon, je vous spoil pas, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire, de fantastique qui est arrivé. Mais en fait, ça ancre la chose dans un beau portrait. Enfin, ça fait l'originalité de la chose. C'est très beau. Franchement, je vous conseille. Et ça reste un peu intimiste en fait en termes d'animation, quoi. Ouais, c'est pour ça. dans le milieu de l'animation qui part toujours un peu sur le côté un peu, on va dire, pas grandiloquent, mais Si, assez quand merveilleux. même, t'as raison. Oui. Ouais, c'est vrai. Et là, ça change quand même. On a rarement vu ça. Mhm. Donc, ouais, je vous le conseille pour le propos, pour pas mal de choses, pour ce Un montage. bon petit point là-dessus, quoi. Ouais. Du coup, petite pause vidéo, donc un morceau issu du film J'ai perdu mon corps, un morceau de Laura Cahen, La complainte du soleil. Le soleil, seul soleil, surplombe tout. Le soleil, seul soleil, survole nous. Le soleil me dévore quand vient l'aurore. Il m'appelle. Le soleil sait encore comment faire à présent. Me réveille. Le soleil chassera la peine, l'envolera même dans le vent. Mais prise dans mon grand cerf-volant, viendra de temps en temps me perdre. Le soleil, seul soleil, surplombe tout. Le soleil, seul soleil, survole nous. Le soleil, seul soleil, surplombe tout. Le soleil, seul soleil, survole
Et voilà, donc c'était un morceau issu du film J'ai perdu mon corps, un morceau qui sert du générique de fin, donc du coup, un morceau de Laura Cahen. On va donc commencer autre chose. J'ai dit que J'ai perdu mon corps avait été racheté par Netflix à l'international. On va parler d'un autre film Netflix, une production Netflix d'ailleurs même, le film de David Michôd, Le Roi, The King, sorti le 1er novembre. Ouais, alors Le Roi, qui raconte donc la consécration, Henri V. Voilà, Henri V devient roi suite à la repris mort de son père. D'une histoire vraie, Voilà. qui est plus inspirée de la pièce Henri IV puis Henri V de Shakespeare. Voilà, Exactement, on dira plus là-dessus. pour le moment. Je vais faire un rapide brief. Vas-y. Donc en gros, ça se passe pendant effectivement le règne d'Henri V, le début du règne d'Henri V, qui est donc se passe pendant la guerre de 100 ans, donc à peu près 70 ans après le début de la guerre de 100 ans. Lancé par son arrière-grand-père. Exactement. Et en fait, dans le film, on présente Henri V comme étant quelqu'un de complètement pacifiste et désintéressé de la guerre et même de la royauté, de son sort quelque Le part. Il pouvoir. préfère être avec le peuple, voilà, etc. Donc en fait, il accepte ce rôle de roi à contre-coup, Contre-cœur, en fait. Contre-cœur, il merci. accepte le pouvoir comme ça. Voilà, exactement. Et il décide d'être le contraire de son père, qui est tyrannique et qui cherche la guerre et la misère chez les civils. Voilà. Donc, en gros, c'est présenté comme ça dans le film. Moi, en fait, ce film-là, concrètement, je l'ai un peu reçu en 2 temps. C'est-à-dire qu'au départ, je ne connaissais pas vraiment le contexte historique. Il n'est pas parfait. Et donc, du coup, au premier abord, je me suis dit, ok, le film, je le trouve bien réalisé. Le rythme est plutôt bon. Il est assez lent, mais ça passe. C'est plutôt bien joué. Pas vraiment de gros soucis, à part 2-3 trucs de... Par exemple, le fait déjà, dorénavant, tu vois, qu'ils arrivent en France et il n'y a aucun Français. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont très anglophones, très parti French pris. bashing. Oui, c'est vrai. Alors oui, C'est bon, vrai, le un petit French peu, bashing, ça... Et comme disait Roland, du coup, en fait, ça vient en partie aussi du fait que Oui. les scénaristes, qui sont donc Joel Edgerton et David Michôd, qui travaillent souvent ensemble Oui, d'ailleurs. Edgerton qui joue Falstaff dans le film, qui joue très très bien Falstaff. C'est peut-être Exactement. l'acteur qui s'en sort le mieux, Ouais. carrément. Et Faut en le dire. fait, ils se sont majoritairement inspirés, ils se sont basés sur la pièce effectivement de Shakespeare, qui était quand même à l'époque une grosse pièce très pro-anglaise et sans aller propagande. Et donc, donc effectivement, ça ressort dans le film, dans tous les cas. Et en fait, une fois que je me suis renseigné sur tout le contexte historique, j'ai eu une seconde lecture de ce film-là qui était vachement plus négative. Alors autant la forme, je la trouve très positive. Oui. Voilà, la forme est positive. Très bien fait. Par contre, tout ce qui est du réalisme des personnages, de la véracité plus, Oui. la véracité des personnages, des éléments de la guerre, dans un cours, de la guerre de 100 ans. En fait, il n'y a pas grand-chose de vrai finalement dans ce film-là. Parce que c'est vrai que là, tu me permets de rebondir Bien là-dessus. Donc The King, c'est vrai qu'il faut toujours relier ce qui est fiction, ce qui n'est pas fiction. Mhm. Or, c'est vrai que c'est compliqué de parler sur ce film parce que est-ce qu'on doit vraiment retenir en compte les aspects historiques ? C'est compliqué parce que c'est plus basé donc sur la pièce de Shakespeare, Bien sûr. qui donc elle forcément déjà prend parti énormément sur l'histoire, mais le roi va beaucoup plus loin que ça parce que finalement en fait donc le personnage d'Henri V interprété par Timothée Chalamet, qui est d'origine donc un acteur franco-américain, donc c'est très drôle de voir un acteur qui joue finalement un roi britannique là-dessus et de prendre par exemple notamment un rôle fictif, donc le personnage du dauphin qui n'apparaît d'ailleurs pas dans l'histoire en tel quel, qui est finalement campé par Pattinson qui joue un américain qui essaye d'avoir un accent français. Mais voilà, finalement le roi en fait nous le présente en fait en effet comme un espèce de jeune monarque épris de justice et de paix, alors qu'en fait Henri V c'était Henri pas V, du tout le cas. C'était un seigneur un de tyran. guerre qui d'ailleurs qui était pas beau gosse comme Timothée Chalamet, faut le dire, parce que finalement il avait une énorme balafre sur la joue droite Et parce qu'il d'ailleurs- s'était pris une flèche. Et d'ailleurs, il s'est pris cette flèche-là, et ça, c'est quand même le premier gros truc qu'on pourrait voir, c'est que il s'est pris cette flèche-là dans l'histoire, à la bataille, où justement dans le film, il l'évite. Il n'y a Ouais. pas de bataille. Je sais plus comment elle s'appelle cette bataille. Bref. Dans en la tout cas- boue, là. Mais- Non, c'est encore avant. Après, En fait, il défie l'autre personnage en duel. Et en fait, ce duel n'a jamais existé. Et dans le film, on évite la bataille, alors qu'en fait, il y a eu une bataille à ce moment-là. Et c'est là où en fait, il a été défiguré à vie.
Ils ont pas voulu défigurer Timothée Ouais, parce que Chalamet. pour le coup, en Certainement, fait, mais pas- c'est déjà pas un une gros petite écart balafre. d'histoire. C'est Tu vrai vois. que pour le coup, c'est pas une petite balafre qu'il a reçue Ouais. Henri V, c'est vraiment une flèche dans la joue. Ils ont même fait un nouveau procédé, enfin à l'époque, un procédé pour vraiment lui extraire sans trop enlever de chair. Et c'est pour ça qu'il est toujours représenté de profil la plupart du temps en fait, sur les illustrations. Le seul tableau qu'on a de lui, en fait, il est sur le côté gauche et pas le côté droit Voilà. pour cacher sa balafre. Ça coûtait trop cher en effets spéciaux de le reproduire. Mais sur c'est vrai qu'en fait, dans le film Netflix, le jeune Henri, en conflit avec son père Henri IV, donc refuse au départ d'être roi, préférant laisser la couronne à son jeune frère. C'est forcément faux. Quasiment tout est faux dans l'histoire vraie. Enfin, par rapport- Ouais, tout est faux par rapport à la vraie véritable. histoire, la véritable histoire avec un grand H. Mais j'ai envie de même d'appuyer là-dessus. Il faut toujours quand même détacher ce que l'on retrouve dans la vraie histoire que par rapport Bien à sûr. la fiction. Mais On prend l'exemple de Tarantino. Lui, il part dans l'exagération. C'est vrai que The King, en fait, il est peut-être un peu trop premier degré là-dessus. en fait, c'est ça le Je truc. sais Tu vois, pas, par en exemple, fait. tu prendrais, je sais pas moi, Abraham Lincoln, tueur de vampires. Tueur de vampire, oui. Certes, mais C'est là, la tu vois, en fiction. fait, le truc est vraiment défendu comme étant une déformation de Mais l'histoire. moi, ce qui, Voilà, une moi, ce que- uchronique moi, de ce que Total. je trouve complètement débile, en Alors que fait, là, c'est The King, c'est assumé. c'est- c'est que tout va pas en fait. Si on reprend l'aspect historique, tout va pas. C'est-à-dire C'est ça. même les décors, la bataille dans un cours, c'était pas tel géographiquement elle est Non. représentée. C'est le contraire en plus. C'est fou, quoi. Le seul truc qu'ils ont retenu, c'est que oui, il y avait de la boue. Ça, c'est clair. Mais Non, mais c'est mais assez fou, quoi. pareil, les costumes de chevalier, c'est absolument faux. C'était 100 ans après. Bon, le personnage du dauphin n'y était pas, mais le pire, oui, pour ma part, c'est le truc qui m'a sorti du film, c'est Robert Pattinson. Je n'ai rien, j'adore cet acteur, je n'ai rien contre lui, mais la Oui, c'est un façon super dont il acteur. est interprété, c'est insupportable. Bah, je pense qu'il a Parce que voulu que déjà- ça soit déjà, insupportable. un À mon gros, avis, There tu is vois. something you're talk about. Il essaye de forcer l'accent français, qui essaye de parler anglais, et la façon dont il rencontre Chalamet la première fois, you've got big ouais. balls with a tiny cock, et il fait une mimique comme ça. Enfin, Bah après le truc, moi tu vois, ça m'a pas dérangé dans le sens où au départ, moi quand je l'ai vu sans Mais contexte il est- historique, je me suis dit pour ma part, il n'est pas aidé par l'écriture. Mais c'est ça en Non, fait. non, non, c'est ça. vraiment. mais On fait lui ce a qu'il vraiment peut, dit de après. faire. Il était comme ça, ton personnage. Il Ouais. était comme ça. C'était peu son fou, caractère, Parce un peu que taré. spoilons l'histoire, Ouais. parce qu'on voit dès le départ quand Timothée Chalamet fait son premier duel, parce qu'on peut faire, on n'a pas besoin de faire une guerre en faisant plein de morts, on a juste à se batailler vaillamment entre deux personnes. Alors du coup il le fait la première fois et on voit qu'il pète le mec avec beaucoup de mal, hein, on va dire ça comme ça. Alors on se dit, oh là là, grosse bataille, parce que Pattinson, il a un costume à la Game of Thrones, il a l'air d'être un peu badass, puis forcément, lui, il prend pas l'allure du terrain, donc il se casse la gueule sous la boue, il arrive pas à se relever. Donc après, il se fait latter en deux temps entre Ouais, mouvements. donc Mais- c'est une scène quand même qui est d'ailleurs même risible. Enfin alors là tu vois, on Ouais. parle beaucoup d'aspects historiques, tu vois. Mm. Si je mets tout le côté historique de côté, Oui. eh ben ça ne fonctionne pas quand même sur un truc. C'est vraiment la représentation de l'ennemi. C'est-à-dire Ouais, voilà. qu'il n'y a pas d'ennemi dans ce film-là. Alors que pourtant, C'est la il y a guerre de 100 ans. il y a des plans qui sont ultra chiadés. Il y a un plan aérien oui, oui. où on Ouais, voit la sur bataille la- où Falstaff, en fait, il est étouffé par le monde autour de lui. Parce que c'est vraiment, enfin, c'est une bataille vraiment où on a les chevaliers qui se foutent des nions avec des épées qui sont pas, comment dire, à l'époque, c'était pas les épées qui étaient là pour éventrer quelqu'un. Hein. C'était juste pour donner des coups de massue sur la tête et basta. Pour le coup, ça marche plutôt bien. Et puis, c'est vrai que la bataille d'Azincourt, elle a un côté un peu plus historique parce que ça montre la nouvelle évolution de guerre où les archers vont prendre la place par rapport aux chevaliers, aux cavaliers. Mais là, cette espèce d'amoncellement de peuple qui est autour de Falstaff, qui à un moment donné, on le voit bien en train d'étouffer, c'est absolument génial. Les plans là sont cool. Ça rappelle c'est ça. le plan qu'il y a dans la bataille des bâtards de Game of Thrones. Où, Et, qui marchait. j'en sais rien. Bah, Et les ça marchait trébuchets. très bien. Et les Les trébuchets. trébuchets. Et les trébuchets. Parce que les trébuchets, on en voit dans le film. Bah ouais, mais justement, Mais ça ça, justement, c'était bien. c'est là. Alors non. Ah, moi j'ai bien aimé. Parce Alors, qu'en fait, ça montre Attends, l'aspect tu vois aussi. un siège, mais tu vois un siège, il ne se passe rien. Parce Ça a qu'à été- l'époque, non, c'était non, chiant. mec. Sur cette bataille-là, il y a eu des milliers de pertes du côté anglais Mais comme oui, français. il y en a Là, eu on ne voit 25 rien. 000. Là, ils se battent contre un château qui est vide. Oui, c'est vrai. Mais On ne voit rien. T'as Oui. l'impression que les Les catapultes, mecs, ils sont assis. il se passe Les mecs, ouais, ils sont t'as assis, raison. il n'y a Ouais, aucun ouais. blessé, j'ai il trouvé- n'y a Ce rien. que je trouvais cool Ça, en c'est fait à mauvais dans travers le cette film. scène. Pour moi, ça, c'est Ce que j'ai trouvé zéro. cool à travers cette scène, en fait, Mm. c'est qu'on voit, bah oui, qu'un siège, ça dure longtemps. Donc on le voit jour, nuit, le temps qui passe. Ouais, mais ils se battent pas contre rien, les mecs, tu vois, ils se battent pas contre des, pas contre des pierres, quoi. Donc non, ça fonctionne pas dans le film pour moi. Ça peut être très Mais bien. l'aspect temporel est bien joué là-dessus. Ouais, mais bon. Mais il y a que ça.
C'est ça le problème. Non, c'est ça le problème, c'est qu'on a perdu d'ailleurs beaucoup de temps sur The King. Est-ce Parce que c'est bon pour pardon, un je film viens d'y penser. On a perdu beaucoup de temps sur The King, mais c'est vrai qu'en fait, c'est coup-ci, coup-ça. Je sais pas comment dire autrement. Moi, je trouve que la forme est bien, le fond est raté. Moi, Voilà. j'avais Ouais. une question juste, Fabien. Enfin, tu parlais d'ennemis et tout. Je me suis demandé à la fin à la fin, on découvre que en fait, je sais pas c'est qui, C'est un second- conspirateur, quoi. Ouais, voilà, qui a menti et qui a dit ah mais il te provoque et vas-y fais la guerre. Et Oui. du coup, Mm. est-ce que moi je me Wesh. suis dit tiens donc ça se finit là-dessus. Est-ce qu'on fait la guerre par erreur? C'est ça qui veut dire le réalisateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, parce qu'en fait, je pense S'il qu'il a change voulu des trucs. dire, apparemment dans une interview, il a dit que il voulait parler des Pourquoi problèmes de 2019 quelque part. Et en fait, le problème, c'est un peu, tu vois, Ok. ce mec qui provoque la guerre pour des intérêts économiques. Ouais. Et en fait, Oui, c'est du ça. coup, le propos du film, c'est pas que c'était la guerre de 100 ans avec les guerres de dynastie, ce On qui est s'en quand même le fiche. cas, tu vois, on s'en fiche, on est face à ça. Et finalement, le gros problème, c'est la banque et c'est l'économie. Et c'est vrai que l'économie et tout le là, bordel. là, il y a, Ok. il y a un vrai sous-entendu. Voilà. C'est vrai que le Bon. côté guerre. La guerre par acquis, en fait, la guerre pour les intérêts, c'est vrai que ça parle très bien là-dessus, ce qui n'est absolument forcément pas le cas à l'époque. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Voilà. Les territoires du pouvoir, Donc, basta. faites votre avis. On boucle ce film là-dessus, on passe à autre chose, et aussi pareil encore un film d'époque, J'accuse de Roman Polanski le 13 novembre, donc du coup est sorti le 13 novembre, oui voilà c'est ça. Alors, J'accuse, donc 23e film de Roman Polanski, adapté du livre D de Robert Harris. Auquel il avait déjà adapté un film, The Ghostwriter. Ghostwriter, voilà, c'est ça. C'est la deuxième fois qu'ils bossent ensemble. Donc, J'accuse, c'est le film du malaise vis-à-vis de toute la polémique qui entourait la sortie du film sur les anciennes et nouvelles accusations qui pèsent sur le réalisateur à l'heure de MeToo. Alors, ces polémiques, elles interrogent sur la pertinence de continuer à produire Polanski aujourd'hui malgré tout, mais elles interrogent aussi sur le rôle du spectateur vis-à-vis de la réception du film. Est-ce qu'on peut continuer aujourd'hui à séparer l'œuvre de l'auteur? Est-ce qu'on peut vraiment défendre aujourd'hui la prise de parole des femmes dans le cinéma, à l'image d'Adèle Haenel dernièrement, et continuer à aller voir les films de Polanski et éventuellement les aimer? Alors ces questions, elles sont posées. Moi, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Simplement, je vais essayer de parler du film et de ce que j'en ai pensé. Donc le film, il revient bien sûr sur l'affaire Dreyfus. On suit le colonel Picard, qui est interprété par Jean Dujardin, qui est très bon dans le film, qui du coup va rapidement comprendre que la condamnation de Dreyfus pour intelligence avec une puissance étrangère est le fruit d'une machination grossière teintée d'antisémitisme. Donc il va alors tenter d'alerter ses supérieurs de ce complot, mais il va rapidement comprendre que l'armée française et le gouvernement ne veulent pas entendre parler d'une erreur judiciaire. Du coup, il va agir un peu comme un espèce de lanceur d'alerte avant l'heure, ce qui va permettre le fameux J'accuse de Émile Zola qui va relancer l'affaire et le procès. Donc alors, à l'évidence, ce que j'ai pensé du film, c'est qu'il est évidemment efficace. Ça, c'est notamment scénaristiquement. Ça, c'est une évidence. Au bout de 10 minutes, on est vraiment dans le film. Il n'y a pas de problème là-dessus. On ne pense plus forcément à ce qui est autour du film. Une des grosses qualités du film, c'est l'aspect reconstitution. Donc, qui mise beaucoup plus sur les costumes et sur les décors à l'ancienne que sur les effets spéciaux tels qu'on le peut voir aujourd'hui avec des fonds verts et tout ça. Là, vraiment, au niveau de la reconstitution, ça marche à 100%. On est vraiment immergé dans l'époque. Ça fonctionne très bien. Le problème du film, à mon avis, vient d'ailleurs, et c'est justement cette efficacité. C'est-à-dire que rapidement, on comprend dans le film qu'on est sur des rails vis-à-vis de cette histoire et qu'on n'en sortira pas. Or, l'intérêt des films d'enquête, parfois, c'est aussi de se perdre, de ne pas savoir où on va. Et là, on n'en a pas le temps durant le film. C'est-à-dire que le film va très vite, on ne voit pas le temps passer, c'est une qualité, mais justement, on n'a pas le temps de vraiment avoir un recul nécessaire vis-à-vis de ce qui se passe. La plupart des personnages se catégorisent surtout par le fait que soit ils veulent faire triompher la vérité, soit ils veulent l'enterrer. Il n'y a pas d'autres ressorts psychologiques sur la plupart d'entre eux, et c'est dommage, parce que certains auraient mérité qu'on les développe plus, leur vie, tout ça. Ça aurait permis une plus grande implication émotionnelle vis-à-vis du film. Et c'est ce qui fait que, in fine, je trouve que le film est solide, efficace, mais il manque ce truc pour vraiment pouvoir dire que j'ai aimé le film, quoi. Voilà, on reste un petit peu dans une certaine froideur et un petit peu extérieur à ce qu'a voulu faire le réalisateur. Ouais, et surtout pour rebondir là-dessus, comme tu disais, donc comment parler de ce film avec toute la polémique actuelle. C'est vrai que, notamment quand on avait vu, il y avait une affiche qui était marquée, je crois, spectateur égale Complice. complice. Mhm. Pour le coup,
mon ressenti toujours actuel sur une œuvre cinématographique, que ce soit même une œuvre série et compagnie, elle appartient pas au réalisateur. Elle appartient pas au réalisateur, elle l'appartient plus. Dès qu'elle sort, elle l'appartient plus, elle l'appartient au spectateur. C'est à lui d'interpréter le film comme il veut, c'est à lui de ressentir, et c'est à lui de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Et c'est vrai que les accusations de Polanski, forcément, ça allait retomber là-dessus. Ça va toujours lui retomber là-dessus. Est-ce qu'il faut encore le financer ou pas? Je sais pas. C'est pas moi qui ai la réponse. Personne. Chacun est libre de. Les acteurs du cinéma eux ont la aussi réponse. ont bossé sur ce film. C'est-à-dire, Eh oui, eux, ils oui, n'ont oui. pas forcément Mais c'est quelque chose peut-être- à t'as se raison, reprocher. Florent, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut se demander, à ce moment de la production, effectivement. Souvent on dit, tu vois, entre L'œuvre, elle existe entre par elle-même. t'as raison de l'œuvre dire et ça. l'homme, tu vois, est-ce qu'il faut, Oui. il faut séparer? Mais en fait, c'est plus l'artiste et l'homme. Je pense que moi, c'est pas dissociable, ça, tu vois, par exemple. L'artiste et l'homme, Bah c'est pas non, dissociable. Par c'est contre, forcément. l'artiste l'œuvre, et l'œuvre, c'est vraiment, c'est vraiment pour moi, c'est dissociable, différent, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que le problème, c'est que ce gros con, parce qu'il faut quand même le dire, c'est qu'il a sorti un C'est énorme. la promo qu'il Il a a joué aussi, ouais. il a fait peut-être le pire. Il s'est identifié Voilà, à Dreyfus. le problème c'est qu'il a et- sorti ça, c'est qu'il a sorti que oui, moi je m'identifiais à Dreyfus. Je crois qu'il l'avait même carrément sorti Il l'a dit en interview. en interview, puis il l'avait sorti carrément à Venise. Donc ça, Quand il a reçu forcément- la récompense à forcément- Venise. Forcément, ça provoque un énorme malaise parce que Tu là, m'étonnes. non, on ne peut pas sortir ce genre de conneries quoi. Surtout après l'affaire Weinstein, comme tu disais, avec MeToo, etc. C'est un contexte qui est très, très, très compliqué. Et même si, juridiquement, voilà, il y a la prescription, etc. Pour les... Je veux dire, ce qu'il a fait, ça restera et c'est dans l'esprit de tout le monde. Ah oui. Donc n'importe quelle œuvre qu'il va faire, ça le collera et ça collera aussi le nombre de potentielles victimes qu'il a pu faire et qui peut y avoir encore par ce genre de personnes. Et ça, c'est très compliqué. Bon, après, Parce c'est que- des questions où chacun est libre. Mais Bien après, c'est sûr. vrai que est-ce qu'on peut Mais changer l'œuvre- d'avis, par l'œuvre exemple? de Est-ce qu'on peut l'artiste, changer je pense d'avis? Est-ce qu'on c'est peut un se grand dire débat. que à l'époque du pianiste, on a applaudi, et puis aujourd'hui, on change d'avis, on se dit non, je veux pas. Enfin voilà, on Le peut contexte changer. revient, C'est quoi. ça, le contexte revient, et on a le droit au moins de s'interroger Ah oui, sur, tout à fait. sur sa façon d'appréhender Mais il le faut. ces films. Bien Il le sûr, faut, il c'est faut important, ouais. s'interroger. Ouais. Il Mais le faut, c'est bien sûr. nécessaire. le pianiste, ça reste l'œuvre Le Pianiste. Elle est là. Ouais, Effectivement, exactement. elle appartient peut-être. Elle est là. Après. Et elle il y a restera d'autres choses. historiquement toujours là, même quand lui sera plus de ce monde. Non, Voilà. on pensera plus à Adrien Brody et sa performance que finalement qu'à Polanski, je pense. Oui. Oui, je pense, oui. Oui, forcément. C'est comme pareil, comme il y a plein de films historiques qu'on a toujours gardé en tête. Alors, par exemple, comme les films de Leni Riefenstahl ou autres, oui, ça reste dans l'histoire. Ça reste dans l'histoire. Parce que c'est des films qui ont quand même marqué une certaine période, même s'il y avait une idéologie crasse sur certains de ces films, Bien sûr. il n'y avait pas que la personne derrière aussi. Donc, il faut toujours prendre en compte et toujours avoir un espace nécessaire quand on Ouais, regarde puis ce le genre d'œuvre. cinéma, c'est une équipe. Hein. Exactement. C'est Il n'y a ça, pas c'est- que le réalisateur. Donc, Il n'y a pas que le réalisateur. Il y a les mecs qui le financent, il y a les mecs qui jouent qui travaillent pour lui. Bref. On termine là-dessus, on passe tout de suite à Little Joe vite fait parce que malheureusement on a déjà un peu en retard. Le film de Jessica Osner, donc sorti également le 13 novembre. Oui, je vais vous en parler rapidement. C'était un peu le film de SF de Cannes 2019. Alors, j'avais pas tout compris. Alice est une scientifique qui travaille pour une société spécialisée dans le développement de nouvelles espèces de plantes. Et elle a conçu une fleur très particulière qui rendrait heureux. Si on la nourrit. Ça et existe si on déjà, lui- ça Si on lui parle. Ouais, ça doit Ça s'appelle exister. Soleil Vert. Je crois que j'arrête. Ça doit exister, mais bon. Voilà, si on lui parle, si on la nourrit, ça rend heureux. Mais la fleur en question, elle va vite fait un peu se rebeller. Elle l'offre à son fils, elle l'appelle Little Joe et elle se rebelle. Elle s'avère pas très inoffensive que ça. Donc c'est typiquement SF parce que c'est le vacillement des convictions liées à des créations en fait, futuristes. Le questionnement scientifique derrière. Tout aussi. à fait. Et puis la créatrice qui est aussi à fond dans son boulot et elle va quand même livrer un peu son fils à cette fleur. Et du coup, voilà, elle va s'interroger sur ça. Donc c'est très SF. La mise en scène est très froide, très étrange. Il y a des grands plans. Regardez Abondance, il y a des grands plans de fleurs d'usine très blancs. Il y a le jeu des acteurs, pareil. L'actrice, elle a été récompensée à Cannes. Moi, j'ai pas. Enfin, bon. Après, elle est dans son rôle aussi très froide et très étrange. En fait, moi, j'ai pas trop aimé cette ambiance. Et la musique est horrible. Je suis pas dérangée par la musique, mais mon Dieu, j'ai vu ça. C'est horrible. Je sais pas décrire ça. Vous On va serez écouter un extrait dans la certainement mieux BO, que moi. Roland. Ah, j'aurais Je dû, sais pas. j'aurais dû chercher en fait. Ouais. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais c'est des grands coups de trucs je sais pas. Je sais pas.
Là, sauriez jusque-là, moi, mieux ça que titille moi. ma Moi, ça, curiosité ouais, parce moi, que ça me. C'est ouais. peut-être Lars Ulrich qui a fait la BO, qui a tapé sur des fûts comme ça. Après, c'est peut-être volontaire, mais pourquoi? Parce que limite, la mise en scène, bon, elle parle un peu c'est d'elle-même. peut-être pour que de mettre un côté contemporain, un film de science-fiction, tu vois, c'est un peu C'est- téléphoné comme ça, mais bon. Et puis comme souvent à Cannes, en compète, quand il y a un film de genre, c'est bizarre. C'est dans le temps. C'était Et dans le c'est temps. pas. Dans le Non, rythme. c'est des grands coups de Donc c'est bruit. Lars Ulrich. Je suis nulle en musique, je sais pas vous dire, mais des grands booms, des grands trucs horribles, stridents, Ouais, Des affreux, grands booms, des grands trucs. Ouais. insupportables. Et à certains moments, en fait, tout au long du film, pas tout le temps, quoi. Donc, Mais horrible. du coup, ouais, pas. Bref, moi, j'ai pas été retenir. convaincue par ce film. Ouais, donc, On voilà. peut passer. Ok. Donc c'est pas grave. Moi, ça m'a un peu, tu sais, ce côté plante, machin, ça me rappelle Ouais. l'invasion des proférateurs de Sépulture. Ou la petite boutique des horreurs. Mais le point de départ Mais, est plutôt cool. Ouais, c'est- j'adore les ouais, fleurs, ouais. donc Mais Bah non, c'est- c'est elle a cool, déjà fait mais quoi après- d'autre, Jessica Hausner, tu sais? Non, Non. c'est pas. C'est pas grave. Deux, on On s'en fait sort une Mais Ouais. si petite j'ai pause travaillé, BO. mais pas sur Jessica Oster, désolée. Petite pause BO, du coup, Le Mans 66, un morceau des Sparkles. Et voilà, donc c'était un morceau issu de Le Mans 66, donc du coup le film de Jess Mangold qu'on va parler tout de suite. C'est pas bien de parler Alors- en mangeant, Roland. Oui, je suis un Grillé. gourmand. Alors l'histoire c'est quoi? Donc c'est l'histoire de Carol Shelby, donc interprétée par Matt Damon, et Kyle Miles, l'excellent Christian Bale. Deux excentriques du monde du sport automobile sont envoyés par Henry Ford II pour créer une voiture capable de battre Ferrari à la compétition des 24 heures du Mans en 1966. Voilà le topo du film. D'ailleurs, c'est une histoire assez légendaire dans l'histoire du monde automobile parce que finalement, c'est la première fois où Ford va s'inscrire dans le monde de le sport automobile parce que finalement, c'était considéré comme une entreprise automobile industrielle sans rien, ni plus ni moins. Et James Mangold arrive à nous faire un très bon film, un aspect rétro de façon globale, que ça soit dans l'interprétation, la rythmique, l'histoire, la mise en place. Vraiment intéressant, on a l'impression de voir une production MGM dans les années 70. Et ce, malgré quelques plans CGI qui sont quand même un peu foireux. Mais ça, c'est pour ma part compréhensible parce que le film, les 30-45 dernières minutes du film se déroulent au Mans et forcément le circuit du Mans n'est plus du tout le même qu'à l'époque parce qu'en 66 les stands, il n'y avait pas de bordure de sécurité, les murs c'était des pailles, il n'y avait pas de bordure ni rien, hein, donc c'est plus vraiment comme maintenant. Et donc voilà, c'était très compliqué de le faire et c'est vrai que ça arrive un peu comme un cheveu sous la soupe, ça c'est vrai, mais l'aspect reconstitution en elle-même est
plutôt bien fichu. La relation Shelby-Miles, c'est vraiment la force du film, je trouve. Christian Bale, il est vraiment excellent. D'ailleurs, ça nous rappelle quand même qu'à la base, il est d'origine britannique. Ouais. Parce qu'il ressort un accent, mais cockney pété comme pas permis. Hein. C'est quand il y a des accents à côté de lui, il fait ah, bloody hell, comme ça. Il est absolument parfait. Et ouais, il arrive à insuffler vraiment quelque chose d'intéressant. Et surtout la personnalité électrique qu'était Kane Miles, qui est d'ailleurs un ancien coureur automobile qui est absolument adulé dans le milieu du sport. D'ailleurs, il est inscrit, comme l'explique à la fin du film, dans le milieu du Hall of Fame. Pour ma part, ce film, je le trouve très intéressant parce que je trouve qu'il a une double lecture. On peut y voir la relation Miles-Shelby comme on va dire un couple d'artistes qui doit faire face à la corporation Ford en interne. C'est un peu comme une espèce de métaphore des productions actuelles au cinéma américain, je trouve. On a l'impression qu'en fait c'est l'artistique face à l'establishment. On a l'impression qu'en fait ils ont vraiment envie de faire quelque chose qui tient à cœur. Et pour réussir cette chose-là, il faut aussi donner une certaine liberté. Ce que Ford a beaucoup de mal, surtout non pas seulement le directeur de Ford, mais forcément on va dire les piou-piou, les avocats à côté de lui. On a l'impression qu'il y a un vrai double lecture là-dessus, quoi. On aurait pu avoir l'impression que en fait c'est pas Henry Ford 2, c'est Marvel, et puis en fait le petit salopard du coin c'est merde, comment il s'appelle, Kevin Feige. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu ça, et puis surtout la concurrence avec Ferrari, on peut y voir aussi forcément comme c'est un peu le cinéma européen face à eux, quoi. Du coup, j'ai l'impression que c'est un film aussi qui parle vraiment cinéma, quoi. Et qui a pas seulement cet aspect historique sur le sport automobile. D'ailleurs, les passages les plus intéressants ne sont pas seulement issus des scènes au Mans. Et d'ailleurs, pour le coup, ça reprend plutôt bien l'histoire vraie. Bon, il y a quand même pas mal d'errements parce que forcément, d'un point de vue historique et aussi fictionnel, ça veut mettre cet aspect assez traditionnel on va dire de la victoire américaine, hein, un peu, hein. Il y a un peu de ça quand même, mais il y a quand même beaucoup de liberté, mais ça reste globalement plutôt proche et surtout très respectueux de l'œuvre historique de base. Et ouais, non, puis je trouve que d'ailleurs Matt Damon s'en sort plutôt bien. Il a un rôle un peu comique là-dessus. Il y a une scène où notamment il va balancer, alors ça, c'est vrai que c'est caricature à la mort, mais ça reste assez drôle. Malheureusement, ça m'a fait marrer, je sais pas comment le dire autrement, mais il balance un petit boulon en fait dans les stands de Ferrari juste à côté, et d'un seul coup il y a un technicien qui remarque le boulon, il fait et puis il sort avec les bras en l'air comme ça, et ça parle partout italien dans tout le stand et tout. Enfin, c'est con, c'est caricatural, mais voilà, l'aspect un peu comique relâche un peu de pression par rapport au film. Il y a toujours une légèreté de ton, que ça soit dans le premier degré, le second degré. Et pour ma part, James Mangold, avec ce film, je trouve qu'il se refait une bonne petite filmographie. Il a quand même commencé avec Copland, avec d'autres films beaucoup plus sombres, sérieux. Il a réussi on va dire, à bien esquiver l'establishment marvelien comme il a su le faire avec notamment Logan, mais pas avec son premier film, notamment avec son précédent sur Wolverine. Là, je trouve qu'en fait, il a réussi à prendre le bon tournant, finalement, avec un morceau de bravoure sur la course automobile, quoi. Voilà. Le bon tournant, exactement. Et voilà, donc du coup, on passe directement au Misérable, film de Lajli, sorti le 20 novembre. Belle claque française, on va dire ça comme ça. Alors oui, donc premier film de fiction de Lajli, qui était jusqu'ici connu pour avoir fait des documentaires et être un membre du collectif Courtrajmé. Pendant quasiment 20 ans. Voilà. Hein. Et a ouvert son école de cinéma, d'ailleurs, qui est gratuite. Ouverte à tous. Ouverte à tous depuis l'année dernière. Il a un peu touche à tout, hein. Il a aussi fait l'acteur, producteur. Alors le film suit la première journée d'un policier muté en banlieue parisienne sur le terrain, avec 2 flics un peu cow-boys aux méthodes plutôt borderline. Et bien sûr, ça va rapidement partir en cacahuète avec une bavure policière qui vont essayer de camoufler. Alors, on va pas faire trop de suspense, comme tu l'as dit, le film, c'est une claque. Hein, c'est vraiment... on en redemande. En voyant le film, en fait, moi, ce que je me dis, c'est enfin. Enfin un film sur la banlieue qui soit ample, ambitieux, prenant, drôle, émouvant, réussi, quoi. Enfin, parce que on est forcé de constater que le cinéma français a toujours eu du mal à appréhender cette question de la problématique urbaine en France. C'est souvent dans des films, soit c'est caricaturaux, soit c'est fauché, soit c'est dans des films plutôt social, on va dire, un peu à la Ken Loach, où
où l'écho auprès du public sera très limité, ce sera fait. sur Arte, tout ça. Ça veut pas dire que c'est pas réussi, mais voilà, l'écho sera limité. Le seul en fait qui avait réussi cet exploit de transcender tout ça, c'était La Haine il y a 25 ans. Il y a 25 ans quand même, c'est-à-dire être à la fois un succès critique, un succès public et devenir un petit peu un film culte. Ah oui, on est obligé de penser à ce film-là. Et je pense que Les Misérables va prendre ce chemin-là. Clairement. C'est étonnant de maîtrise pour un premier film de cette ampleur. Le réalisateur, il utilise à la fois les codes du film du policier engagé, un peu comme dans le nouvel Hollywood, les codes un peu du western urbain, du documentaire. Ouais, le tout c'est vraiment englobé comme un quasi-documentaire. Voilà, en fait. c'est ça. D'ailleurs, il a fait plusieurs documentaires. Et puis la première séquence qui s'ouvre sur la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde, où on suit un peu les jeunes aller à Paris. Ce sera la seule fois du film. Et quand on revoit en fait toute l'évolution du film, l'introduction est géniale en fait. De toute façon. L'introduction est Vraiment, absolument géniale. ouais. Donc tout ça, tous ces codes-là dans un cocktail détonnant, un cocktail molotov. Non, puis surtout, j'y repense parce que la scène d'introduction, en plus, il l'a tourné pas en loose day, mais quasiment. Ouais, en fait, voilà, il a mais on pris sent ses que acteurs. c'est- Et ils ont dit viens, on retourne. En plus, c'est On y va, la on profite. finale liquide du. En plus, donc Il n'y a on pas de savait décor. du tout, hein, c'est pas de décor. Et Ils il sont se allés permet comme ça, même, il y a des moments où, je sais pas si tu te souviens, les acteurs regardent la caméra. Ouais. Et ben, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas important, quoi. Je veux dire, C'est vrai qu'au début, on a peut-être un peu de mal à se mettre en place parce que c'est des acteurs amateurs. Donc, voilà, il y a toujours un peu ce relâchement au début. Mais je ce trouve que côté ce film- réel implique directement. Ouais, Ça et renforce le côté documentaire, du coup. puis surtout, en fait, ce film est formidable parce qu'il est loin du cliché, il est absolument pas manichéen. Et contrairement à ce qu'on pouvait voir avec Ma Cité va craquer ou quand même un peu avec La Haine, là, on a un vrai constat social, mais qui est englobé dans toute. Dans tout le film, dans tout le caractère Dans tous les filmique. personnages. Et surtout dans tous les personnages, parce que finalement le film va réussir à mettre vraiment énormément de personnages en avant. Et c'est très intéressant qu'ils ont mis tout de suite, dès le départ, en fait, le point de vue de Stéphane, parce qu'en fait, il intègre la BAC de Montfermeil. Il était à la base à, je sais plus, il vient pas du 9-3. Donc, du coup, en fait, il a le point de vue complètement extérieur. Et du coup, en fait, pour la plupart des spectateurs comme nous, ça permet de nous mettre directement dans la vue de ce personnage-là. Comment réagir quand ses collègues commencent à faire des choses un peu limites. Ouais. Voilà, on s'identifie à lui. Qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Est-ce qu'à ce moment-là, on commence à dire non, ou est-ce que le fait que c'est sa première journée, que c'est ses supérieurs, au début il c'était un peu, et voilà, ça pose la question de notre ressenti vis-à-vis de. C'est surtout la mise en avant aussi de la jeunesse qui est complètement paumée en fait du 9-3, et il explique de façon avec brio ce film. Et c'est vrai qu'il y a une mise en tension formidable, notamment vers les 30 dernières minutes. On a l'impression d'avoir un vrai thriller. Et d'ailleurs, la fin est très bien. La fin est fabuleuse. La fin est absolument fabuleuse parce qu'elle permet aux spectateurs de complètement réfléchir là-dessus. Et c'est vrai que le fait moi je l'ai vu à une projection presse un matin, j'ai fait ah oui, ça fait plutôt j'ai pris une belle claque pour un réveil. Et je trouve une phrase absolument magnifique qui est dit par le personnage, en fait, on va dire le kebabier repenti, je sais plus comment dire autrement. Finalement, c'est le personnage le plus sage du film. Et il a une phrase absolument magnifique à travers ce long métrage. C'est: l'âme ne se rend pas au désespoir sans avoir épuisé toutes les illusions. Et je trouve que ça représente à perfection le film. Ouais, j'ai bien aimé au fait aussi dans le film, c'est on sent un peu l'influence de Spike Lee, notamment de Do the Right Thing. Oui, totalement. Ah oui. Et aussi un peu de The Wire. Moi, je trouvais vraiment que c'était un espèce de mélange entre Do the Right Thing et The Wire. Et je trouve qu'il a réussi à prendre. Voilà, The Wire, et surtout certains plans, en fait, quand ils sont en bagnole, ça fait un peu comme ça. Parce que Spike Lee, niveau critique sociale aux États-Unis, c'est une référence en la matière. Donc, toujours. Et ça reste encore. Et ça le restera. Hein. La 25e heure, tout ça. L'importance, pour moi, des Misérables, je voulais parler de. Tu as parlé de point de vue, Roland. Et c'est vrai que Ladjli, il dit je voulais de base prendre le contre-pied. Je suis un mec de banlieue. On va me dire c'est trop facile. En gros, il aurait fait le personnage du petit, par exemple, et puis ça aurait été son personnage. En fait, il s'est mis dans la voiture des flics, quoi. Mais même dans cette voiture, il y a un trio qui est juste fabuleux. Les acteurs, les trois acteurs, ils sont géniaux. Mais même eux, les trois, ils sont pas pareils. Ils sont flics, mais voilà, il y a le nouveau, il y a l'autre qui est raciste, homophobe et tout. Bon, il est très drôle. Mais il a. Peut-on être raciste, homophobe et rigolo? Pas dit comme ça. Mais je trouve cet acteur génial. Mais voilà, il en tient une bonne. Mais du coup, lui, je sais pas que je l'excuse ou quoi, mais ils ont tous en fait des profils différents. Il reste pas caricatural.
C'est ça, et tous, et l'autre. Et il n'y a enfin, pas de ils ont jugement tous- du réalisateur. Il n'y a c'est-à-dire aucun que- jugement et il est multiple son film. Et c'est ça, je crois que j'étais à Cannes, moi, et j'ai entendu dire que quelqu'un avait compris, oh, mais c'est encore un film Mm. sur la banlieue, pro-banlieue, Dernier mais c'est truc vite pro fait rien avant du que je tout. te laisse quand même C'est la pro rien dernière du critique pour Les Misérables en plus, c'est un budget d'1,5 million. Donc Oh là c'est-à-dire là totalement là là dérisoire. là là là. Quelle Budget d'1,5 réussite, million. À la base, il l'a dit lui-même, pardon. En interview, c'était un budget à la base projeté à 3 millions. Ils sont allés voir la région, la Seine-Saint-Denis. Un des membres du comité a quand même dit non, on va pas mettre d'argent là-dessus parce que ça va ramener des gens à casquette dans le Dans Bien les sûr. cinémas, c'est Et Et vrai, là, ouais, ils ouais. essayent d'éviter les Alors- gens à casquette en faisant des Alors, proches à avec aucune ce école. genre de Mais- propos, c'est Bah quand oui. même problématique et j'espère que ça va permettre de changer quand même pas mal de choses là-dessus. Vite fait, parce que là, on va Espérons que le forcément film être en soit retard. Chanson 12 de Lucie Borleto, sortie donc le 27 novembre aujourd'hui. Ouais. Désolé Charles, il va falloir que tu fasses en Mais- moins d'une minute. Ouais, je sais pas quoi faire. Non, bah, du coup, moi, je voulais juste dire que j'ai un problème quand je lis un livre que j'adore et après je vois l'adaptation. C'est toujours compliqué pour Ouais. moi. Là, le livre de Leila Slimani, Chanson douce, le même titre, il est parfait. Donc, c'est une nounou embauchée par un jeune couple parisien, voilà, et il va se passer un drame. Le drame est à l'ouverture du livre. Là, il est à la fin du film. Voilà, le livre est tout en subtilité, en nuances, et enfin, voilà. Donc, je sais pas comment résumer ça. Après, le film est assez fidèle, mais je vous encourage à lire le livre. Il y a des bons choix. Elle a évité des flashbacks, par exemple, des choses qui sont dans le livre qu'on retrouve pas. Voilà. Mais je vous encourage à lire le livre. Donc, le film n'est pas mauvais. Mais Lisez le livre, beaucoup le moins film riche on que- s'en fout peut-être, je sais pas. Lisez lisez le livre. Donc on termine donc Les Misérables de Lajli, très très bon film, Le Mans 66 si Choc. vous adorez les films de Vroom Vroom. J'ai perdu on mon dit corps, tout ça pépite. là-dessus. D'accord. Pépite. Eh bah écoutez, on termine là-dessus. Donc salut Clément, Salut. Roland, Allez, salut salut à tous. Jonathan, Salut Fab. Fabien. À Salut bientôt Charlotte. Fabien. Salut Thomas la régie Bisous, et à la Fabien. semaine prochaine. À bientôt. RCN. Écoutez la différence.